Bonjour, bonjour à tous. Je crois que le signal a été lancé. Nous sommes à présent en direct partout dans le monde, sur Facebook, sur Instagram, dans Zoom. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette occasion. Nous sommes le 8 mars, donc plein de choses à dire pour cette journée spécialement dédiée à la femme et aux droits des femmes. Le 8 mars, qui est un jour événement organisé par deux partenaires d'exception, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de voyage, nous allons parler d'art, nous allons parler de culture, de photographie et aussi de femmes. Et pour ça, nous avons avec nous les meilleurs partenaires possibles, à savoir la Fondation nationale des musées qui est avec nous et aussi l'ONCF qui est avec nous, donc les chemins de fer, l'Organisation nationale des chemins de fer, qui sont partenaires et qui sont les créateurs de cet événement aujourd'hui. Nous avons avec nous aussi des voyageurs de renommée nationale et internationale. Nous avons avec nous les Yakin, Kenza Benis, Huda Chaloun, qui vont nous parler de voyage et qui vont partager avec nous leurs témoignages. Mais avant ça, je voudrais donner la parole aux personnes qui ont rendu cet événement possible, à savoir Monsieur Khlié, qui lui est le directeur général de l'ONCF depuis 2004, mais en réalité, il est à l'ONCF depuis 1987. Donc, autant dire qu'il porte en lui toute l'organisation. Il fait partie, c'est la figure de proue de cette institution qui est le fleuron de l'industrie, le fleuron du Maroc, qui a vu naître la première liaison à grande vitesse d'Afrique, il faut le dire. Alors on dit de Monsieur Khlié qu'il est modeste, humain, ponctuel, c'est à quelque chose près les caractéristiques du train, donc ce n'est pas un hasard, je pense qu'il est à la tête de l'ONCF. C'est un ingénieur, il va prendre la parole dans quelques instants. À côté de lui, nous le voyons, Monsieur Mehdi Kotbi, qu'on ne présente plus, qui est une des figures de l'art, de la culture, un des ambassadeurs de l'art marocain à l'échelle internationale, un homme passionné, peintre, qui d'ailleurs a commencé très très jeune avec cette lors d'un défilé militaire, un ministre de la Défense, et c'est comme ça que sa carrière a commencé, avec de l'audace, avec de la passion. Il est aujourd'hui président de la Fondation nationale des musées et il a à cœur de démocratiser la culture, de démocratiser l'art, de la rendre accessible au plus grand nombre, de développer toute la palette des musées du Maroc. Il est l'ami des grands de ce monde et il a fait d'ailleurs de la diplomatie culturelle son cheval de bataille et il le fait très bien. Messieurs, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vous remercie d'être à l'initiative de cet événement et je vous remercie d'être féministe à votre manière et d'œuvrer pour la cause des femmes. La parole est à vous. Très bien, merci madame. Bonjour tout le monde. C'est avec beaucoup de plaisir que me joint à mon cher Messie Mehdi, webinaire organisé en cette journée du 8 mars pour rendre un fervent hommage à la femme d'une manière générale et à la femme marocaine d'une manière particulière. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame Rendi d'avoir accepté de se porter marraine de ce webinaire et d'en assurer la modération. Mes remerciements s'adressent également à nos charmants panélistes pour leur contribution, peut-être aussi nos charmants panélistes hommes et s'il me dit, voilà, personne ne conteste à son charme dans tous les sens. Et je pense l'ONCF s'est joint à l'institution des musées pour se mettre ensemble dans un souci de démocratiser l'art, sachant que le train est un transport de masse. C'est un transport qui se veut j'irais démocratiser et ça se voit à travers toute la panoplie de tarifs qui cherchent à ce que peut-être on ne transporte pas tout le monde dans la première classe, mais l'idée normalement c'est d'avoir toutes les couches sociales dans nos trains. Et là, c'est un objectif normalement qu'il est aujourd'hui concrétisé dans nos trains. Et comme par hasard, là encore, le terme art, c'est les lettres, c'est ART. Lorsqu'on inverse, on trouve les trois premières lettres du terme train. Et donc là, le hasard a fait quand même que même en termes de,
je dirais, des lettres qui constituent normalement en termes d'orthographe, on est, par la force des choses, on est censé être Lié. ensemble. Et donc, l'idée, c'est de voir aussi dans ce sens que et le train est là, comment ça doit participer et booster un peu l'émancipation de la femme. Je pense à travers l'histoire, ça c'est vu que le voyage, c'est la liberté. Des femmes se sont déguisées en hommes pour pouvoir faire le tour du monde. Et donc, le voyage a toujours été signe d'émancipation de la femme. Et à l'ONCF, avec l'aide de mon ami Mehdi, on poussera davantage dans ce sens. Et là encore, comme vous l'avez dit, je suis un peu vieux de la vieille. Je suis à l'ONCF depuis fin des années 87 et j'ai pu voir comment la présence des femmes dans nos trains a évolué depuis. On le voit sur l'ensemble des segments de nos clients, que ce soit pour le travail, la navette domicile-travail, on le voit pour tout ce qui est loisirs, on le voit en termes d'études et on voit en termes de progression, de taux de progression de la présence de la femme dans les trains, ce n'est que cité qu'au niveau de la navette. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans le train pour la navette, un taux qui dépasse les 35%, alors que ce taux était beaucoup moins faible que ça, et ça doit être bien sûr corrélé avec le taux de femmes actives dans la société. Et pour dire que l'effort qui est fait au niveau de l'ONCF, d'une manière générale, c'est avoir plus de modernité, plus de proximité, et comment aider un peu, je dirais, ces passagers, ces clients, dans leur vie quotidienne. Et donc, là encore, je parlerai de la femme cheminote. Voilà, donc la femme est présente un petit peu dans tous les métiers. On a des femmes conductrices, on a des femmes contrôleurs, mais ce qui est là encore intéressant, et là encore, ce que j'ai vu évoluer depuis fin des années 80, c'est que les femmes qui étaient présentes à l'époque à l'ONCF, c'était principalement dans des métiers d'exécution et principalement dans la fonction de secrétaire, métier qui est en train de disparaître. Et on les voit maintenant avec la méritocratie dans le recrutement, on est pratiquement à la parité. Et donc aujourd'hui, les nombres de femmes cadres à l'ONCF, ils dépassent, sont autour de 30%. Mais au niveau du recrutement, avec la méritocratie, comme je viens de le dire, on recrute plus de femmes que d'hommes. Et donc la tendance à la parité pour les femmes cadres, et c'est une tendance qui se réalisera, Inch'Allah, dans les prochaines années. Voilà, donc j'ai peut-être pris un peu beaucoup de temps. Je passe la parole à mon ami Mehdi, qui va peut-être présenter avec beaucoup d'humour, et voilà, comme on a l'habitude de le suivre et de le suivre dans un peu les différentes instances. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Je voudrais simplement d'abord dire combien je suis heureux de saluer mon amie Leila Randi, qui elle-même personnifie le voyage, la liberté, parce qu'elle a été une des premières femmes à voyager, à montrer ce que c'est la liberté. Je suis heureux de me trouver aux côtés de M. Khli, mais aussi, je voudrais souligner aussi que nous avons besoin de voyages, de trains pour aller vers les lieux de l'art et de la culture. Je voudrais aussi vous dire qu'on peut même aller dans un musée et voyager uniquement en regardant des œuvres et en découvrant des créations. La Fondation nationale des musées, c'est très drôle parce que M. Khli a souligné le nombre croissant aujourd'hui de femmes qui participent au fonctionnement même d'un train. Moi, je peux vous dire que je viens de calculer,
à la fondation même, au lieu même où les décisions sont prises, nous sommes 3 hommes pour 9 femmes. Vous voyez, donc il faut vraiment que nous nous battons pour notre parité. Donc simplement pour vous dire quel bonheur. D'abord, nous faisons beaucoup confiance aux femmes parce que l'art en lui-même, la culture, a besoin de sensibilité, a besoin de finesse. Et auprès des femmes, on trouve à la fois les conseils qu'il faut, la finesse qu'il faut pour pouvoir travailler sur nos programmes, sur nos expositions. Je voudrais souligner aussi que cette journée, c'est la journée du combat de la femme pour qu'elle existe et pour montrer aussi que cette femme est indispensable à notre société et qu'il y a une évolution aujourd'hui au Maroc. Je rends hommage à ce qui se fait au Maroc sous l'autorité de Sa Majesté le Roi, de tout ce que dont la femme a bénéficié depuis l'accession sur le trône de Sa Majesté. Des artistes, il y a beaucoup d'artistes femmes. Nous avons nous-mêmes, à la Fondation nationale des musées et dans nos musées rendus hommage, qui étaient imaginées les premières créatrices de l'abstraction. Quand on regarde les tapis, pourquoi je parle de tapis? Parce que tout simplement, quand j'étais jeune, dans mon milieu, ma mère travaillait sur les tapis. Il y avait ces formes spontanées qui étaient l'abstraction avant l'abstraction. Et nous avons d'ailleurs rendu hommage en créant un musée à Marrakech, le musée du tissage du tapis à Dar Saïd, qui le lieu est sublime. Nous avons rendu hommage au musée Mohamed VI à 3 femmes créatrices exceptionnelles. Nous avons donné la possibilité à Madame Rim El-Labi de faire, on lui a donné carte blanche pour nous faire une exposition consacrée qu'à la modernité féminine. Donc, ce n'est pas une obligation pour nous, mais c'est une nécessité à ce que la femme participe à et qu'on puisse montrer l'évolution d'abord de notre société et en même temps donner la voix par les couleurs, la voix par les pinceaux, la voix par la sculpture aux femmes. D'ailleurs, devant le musée, pour conclure, parce que c'est toujours un plaisir de prendre la parole et de parler de choses qui nous passionnent, qui sont l'art. À l'entrée du musée Mohamed VI, il y a une magnifique sculpture de Madame Qbej Ekram, à côté d'une autre sculpture qui est celle d'un autre artiste important marocain, Farid Belkahia. Donc, dès que vous arrivez, dès que vous pénétrez dans ce temple de la culture, qui est le musée Mohamed VI, vous avez déjà l'hommage qui est rendu aux femmes par une créatrice d'exception. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci de nous. Voilà, donc vous pouvez constater à travers le mot de monsieur le Merci de nous rappeler à quel point le train et le rail a besoin de l'art pour pouvoir humaniser ce train et ce rail. Merci pour vous toutes et pour vous tous. Merci de nous rappeler, Monsieur Kotbi, que effectivement au Maroc, la situation de la femme bénéficie d'une impulsion royale qui lui est propice et qui la protège. On a vu la réforme de la Moudouena, on a vu des lois qui sont là. Certes, certaines lois doivent encore être changées, mais les chantiers avancent. La Constitution est de notre côté. Mais ce qu'il faut aussi faire évoluer, ce sont les mentalités. Parce que quelquefois, la loi est là, mais les mentalités pour les faire appliquer au quotidien n'est pas encore toujours au rendez-vous. Et c'est en ce sens que des initiatives comme les vôtres, que des jeux concours comme celui que vous organisez, le webinaire comme celui que vous organisez, qui donnent la parole aux femmes et aux hommes pour parler de ces sujets-là, sont vraiment très utiles. Parce qu'il s'agit de faire bouger les lignes
au niveau de l'opinion publique et c'est en ça que l'art, la culture est un formidable vecteur de sensibilisation. Donc je vous remercie d'en avoir fait votre arme pacifique et je vous remercie, Monsieur Khli, de vous associer à ces initiatives et de coopérer avec le monde de l'art et la culture pour ensemble œuvrer pour que l'impulsion royale, les lois qui changent, la constitution qui change puissent être appliquées au quotidien par tous les citoyens du Maroc. Je sais que c'est une première collaboration aujourd'hui que vous faites avec la Fondation nationale des musées. Je ne vais pas tout dévoiler, mais je peux dire déjà en teaser que d'autres collaborations sont à venir, avec notamment cette idée merveilleuse que de créer un nouveau concept de voyage où on voyagerait pour aller à la découverte du Maroc et à la découverte de la culture et à la découverte de l'art avec un partenariat entre l'ONCF et la Fondation la Fondation nationale des musées qui rendrait accessible l'entrée des musées à des prix réduits pour ceux qui achèteraient un billet de train. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Je trouve que vous avez une très belle idée. Encore une fois, ça signe votre volonté de lier la mobilité à la culture pour la rendre accessible, parce que la culture, comme on le sait tous, est aussi un formidable moyen d'émancipation, un formidable moyen de développement humain. Leïla, si tu permets, avec la permission de Sir Khlir, c'est incroyable parce que nous étions dans le bureau de M. Khlir en train de discuter. Et on se disait, c'est exactement ce que tu étais en train de souligner, on se disait qu'il faut absolument associer, on va faire quelque chose qui, tu verras, rejoint exactement ce que tu es en train de dire, associer un billet de train avec une ville pour découvrir la ville, découvrir les musées et associer le ministère du Tourisme pour que l'accessibilité aux hôtels, et on va faire peut-être dans l'avenir, j'espère qu'on va y arriver très rapidement, une ville, ses musées, ses monuments et sa découverte. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Aujourd'hui, il y a pour l'heure que 6 musées ouverts au Maroc, donc on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais je sais que certains musées sont en préparation, d'autres en construction, certains vont voir le jour, notamment en juin avec le musée de la musique à Meknès, d'autres vont arriver à La Reich notamment. Mais on donc, ouvre, est vraiment un le 16 mars qui va venir enrichir Tanger, qui est la Villa Harris. Oui, nous ouvrons le musée, c'est une des choses essentielles que vous devriez tous savoir. Nous ouvrons, sur l'impulsion de Sa Majesté, 2 musées à Fès, le musée de l'art de l'islam et le musée du judaïsme. C'est le premier pays au monde africain et au monde proche arabe où il y aura un musée de la culture juive marocaine. C'est incroyable. Nous ouvrons un autre musée sur lequel on est en train de travailler à Jemaa el-Fna, à Marrakech. Donc, on est en perpétuel mouvement. C'est formidable. On vous remercie et puis on est sûr que vous saurez encore une fois donner toute la place qu'elles méritent aux femmes dans ces musées à tous les niveaux de responsabilité, puisque c'est aussi de ça qu'il est question aujourd'hui, l'émancipation de la femme. Monsieur Kotbi, Monsieur Khlir, merci beaucoup d'être avec nous et d'initier ce projet-là. L'ONCF, il faut le dire, c'est plus de 100 000 voyageurs par jour, c'est plus de 230 trains par jour. Aujourd'hui, en période de Covid, bien sûr, tout le monde connaît des changements, il faut s'adapter, mais l'ONCF, je tiens à le souligner, fait quand même preuve d'une force d'adaptabilité incroyable parce que tous les jours, elle s'adapte aux besoins des citoyens pour proposer un service public qui soit à la hauteur des attentes des uns et des autres, tout en respectant la distanciation et les nombreuses contraintes que nous devons tous respecter. Donc, un grand chapeau à l'ONCF, M. Khlir et toute l'équipe qui travaille avec lui. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à nos panélistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Je voudrais, puisqu'on parle de l'ONCF, seule raison, c'est qu'ils ont effectué un très qui les a amenés du Portugal au Vietnam. Je voudrais que chacun
Et là, on ne t'entend plus. Les Yakin? Leïla, parce Oui. que ça a coupé à un moment. Ah, d'accord. Donc, vas-y, Amel. Bonjour à tous et à toutes. Très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On est avec des amis, Kenza, Hoda, Leïla. C'est un plaisir d'être parmi vous. Moi, c'est Amal, lui, c'est Anas. Et ensemble, on forme les Yakins. On est des voyageurs ensemble depuis 2013-2014. Mais Anas, l'histoire du voyage avec Anas a commencé beaucoup plus tôt, depuis son enfance. Depuis qu'on est mariés, on fait de notre passion pour le voyage un peu notre métier et notre mode de vie. Ça a commencé d'abord avec un voyage à pied à travers le Maroc d'Anas entre 2012 et 2014. Mais ensuite, on a fait effectivement, comme a dit, il a plusieurs projets. Parmi ces projets, le plus long trajet en train au monde, du Portugal au Vietnam en 2017, 2018. Et voilà, donc plein de projets de voyage depuis. On en parlera voyage. Leïla, j'ajoute juste un petit point. Avant que je connaisse Amal, donc je voyageais seul. Et il y avait toujours cette phrase qui se répétait dans mon entourage ديال راه نهار خصو يتزوج باش يجلس الارض وراه نهار غيتلاقى مع مرته غتشدو الارض. Et parce que dans notre pensée commune et héritée, la femme a été toujours synonyme de stabilité, sédentarité, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'elle a le droit de faire et du coup, depuis notre rencontre et depuis notre mariage, on enchaîne les voyages au Maroc et ailleurs pour dire justement que la femme a le droit de choisir aussi ce qu'elle veut. C'est intéressant ce que tu dis et c'est marrant parce que à l'inverse, moi en tant que femme, on m'a toujours dit quand tu vas te marier, tu ne pourras plus rien faire et si tu as des enfants, ça sera encore pire. Et donc c'est pour ça que pour moi aussi c'était important de dire non, on peut être marié et libre et continuer à voyager. Exactement. Et on peut être mère et continuer à voyager. Et même j'étais enceinte de 8 mois et j'étais en tournage à Sarajevo. Donc tout ça est possible, c'est une question de choix personnel et que vous incarnez merveilleusement. D'ailleurs, c'est le voyage qui vous a fait vous rencontrer. Donc vous êtes un couple de voyageurs qui s'est aimé grâce au voyage et donc vous en êtes une très belle illustration. Merci les Yakin. Kenza, tu viens te présenter? Bonjour à tous. Leïla, tout d'abord, je veux juste rappeler à quel point je suis honorée de ta présence parmi nous. Moi, je suis marocaine, enfin, j'ai grandi à Casa et j'ai aimé le voyage à travers ton émission. Donc, une émission qui a beaucoup inspiré, qui a inspiré beaucoup de générations. Et c'est à ce moment-là où je me suis fixé un objectif de pouvoir voyager à n'importe dès que je le peux, dès que la possibilité se présente. Donc, je me suis beaucoup concentrée sur mes études et ma carrière, du coup, pour pouvoir d'abord avoir mon indépendance financière. Et ensuite, c'est venu naturellement. Dès que j'ai pu avoir un certain, c'est-à-dire assez d'argent pour voyager, pas beaucoup, vraiment juste assez. Avec mon premier salaire, j'ai commencé à voyager dès que je le pouvais. Donc, ça a commencé par des voyages en congé, des vacances, etc. Ensuite, vers des week-ends, ensuite des congés plus longs, ensuite du voyage, du travail en remote, en voyageant un peu partout dans le monde. Donc, voilà. Donc, j'ai créé mon blog de voyage, ça fait 4 ans, où je partage un peu les bons plans, les pays que j'ai visités, les villes, les destinations, comme des city guides, où j'oriente voilà, les choses à faire, etc. Donc, voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis très fière de là où je suis, des pays que j'ai visités, de ce que j'ai pu acquérir grâce au voyage dans ma vie, de ce que je suis devenue grâce au voyage. Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous aujourd'hui. On va développer tout ça parce que ça nous intéresse. Le thème, encore une fois, aujourd'hui, c'est
voyage et l'émancipation de la femme, l'évolution du voyage de la femme, est-ce que c'est un signe d'émancipation? D'ailleurs, c'est pour cette raison que l'ONCF et la Fondation nationale des musées se sont associés pour créer ce jeu concours, un jeu concours à destination des femmes. Donc, elle leur a demandé de prendre des photographies et ce concours a permis on a reçu plus d'une centaine de photographies et un jury a permis de choisir 8 gagnantes. Les gagnantes seront dévoilées, leur nom sera dévoilé plus tard. Mais c'était vraiment intéressant justement de donner la parole aux femmes, de leur donner envie de photographier leur environnement, de leur donner envie de participer. Et quelque part, indirectement, ça contribue à les sensibiliser sur le fait que oui, voyager, être libre, être indépendante, prendre des photos, partager son environnement, c'est aussi un acte finalement qui affirme son indépendance et qui affirme son envie d'émancipation. Donc, ce n'est pas anodin. Et l'art et la photographie comme moyen vecteur de changement, ça se traduit aussi par des jeux concours comme celui-là qui donnent la parole et la place aux femmes. La place aux femmes, Huda l'a vraiment bien donnée aussi, grâce notamment au site internet qu'elle a créé, suite à une communauté Facebook, un groupe tout simplement, une idée toute simple, un groupe fermé de voyageuses. Parce que oui, quand on est voyageuse, on question, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qu'il faut éviter, la sécurité, les bons plans, les bonnes idées. Et petit à petit, cette communauté a grandi. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes dans cette communauté. C'est devenu un site internet, un magazine, une agence de voyage. Tout ça s'est fait très naturellement. C'est vraiment un site internet qui est utile. Huda elle-même est une grande voyageuse puisqu'elle a fait un tour du monde déjà en 2014 et donc rien n'arrive par hasard. Voilà, ce sont des passions, naissent des projets. Je pense que tous les trois, vous en êtes une illustration. Et Huda, si tu peux te présenter en quelques mots. Bien. Merci d'abord de m'avoir invité, l'ONCF, pour ce webinaire, pour cette jolie rencontre. Je retrouve mes amis. Une brève présentation liée vraiment au voyage. En 2014, j'avais pris une année sabbatique de mon boulot et je suis partie en tour du monde. C'était ça l'idée initiale. 5 ans après jusqu'à il y a 3 ans, le voyage ne s'est jamais arrêté. J'ai continué quelque part à vivre en nomade. Et pendant cette période, quelque part, je me suis retrouvée à être en face à des femmes marocaines ou non marocaines. Je crois qu'il y a des connexions de Huda. Je tiens à dire que Huda est au Brésil en ce moment, à Paraty. Donc, quelquefois, oui, Huda, tu nous entends? D'accord. Il y a eu juste un petit... Ah oui. Connexion. Donc, j'en ai profité pour préciser que tu étais en ce moment au Brésil. Oui. Alors, j'ai pas osé dire dans la jungle, parce que peut-être n'es-tu pas dans la jungle, même si je vois des arbres derrière toi. Je suis dans la forêt atlantique, dans la jungle atlantique. Je suis à Paraty, sur la plage. Ouais, donc c'est la jungle quelque part. Et donc, du coup, en fait, on a eu une tempête hier et j'ai dit aux organisateurs, donc mon Internet va venir et partir selon ce qui se passe dehors. Ok. Là, c'est aussi, ça fait partie du voyage. Oui, c'est les aléas de tous les jours. Et donc, juste pour clôturer un petit peu la présentation sur les voyageuses, l'idée vraiment, c'était de créer un espace public pour donner la voix à toutes, mais qui reste quand même privé. Et donc, du coup, on la restreint vraiment juste aux voyageuses. Pas parce que... Huda, on te perd. On t'a perdu un petit peu. Tu étais en train de conclure sur les voyageuses. Tu disais que ce n'était pas un site fermé, que c'était un site fermé pour des raisons purement pratiques. Je propose on donne la parole, on va donner la parole à Kenza. On va attendre de voir la connexion sur la plage brésilienne, qu'elle s'améliore un petit peu. Oui. Kenza, justement, toi,
le bien-être, la spiritualité, le voyage intérieur, pour toi, c'est quelque chose qui est très important. Tu en parles souvent. Est-ce que tu peux justement nous parler de ton cheminement? Qu'est-ce que c'est le voyage pour toi et ton cheminement intérieur? Ben, tout d'abord, moi, le voyage a commencé comme mes amis par un voyage extérieur, donc à la découverte du monde, en allant vers l'inconnu, découvrir tout ce qu'on a, tout ce qu'on a envie de découvrir, des pays bien éloignés, d'autres cultures, d'autres nationalités, d'autres régions, voilà. Donc j'ai eu l'occasion de visiter un peu plus de 36 pays. Voilà, donc dans plusieurs continents différents. J'ai commencé quand même assez jeune. Donc la première fois que j'ai pris l'avion, c'était à l'âge de 16 ans pour mes études en fait aux États-Unis pour passer mon bac, c'est-à-dire dans un programme d'échange entre le Maroc et les États-Unis. Et ensuite, je suis revenue, j'ai refait mes études au Maroc et je suis partie. Et c'est là où j'ai réellement commencé à voyager à mes frais et à aller découvrir le monde en choisissant les pays sur la carte du monde et partir à l'aventure. Donc là, ce voyage m'a permis justement de me découvrir petit à petit parce qu'on a tous l'impression de se connaître, mais on ne se connaît pas réellement. Donc, quand on est devant des situations qui nous poussent à explorer nos limites, à nous connaître, qui nous mettent face à nos peurs, face à notre état psychologique, parce que c'est vrai que quand on part à l'inconnu, il y a notre état psychologique est envahi d'émotions, on est heureux, on est excité, on a hâte d'aller à l'aventure, mais aussi on a peur, on a des peurs physiques, donc des peurs d'avoir des accidents, voilà, la peur de la mort tout simplement, la peur de ne plus revenir, donc des peurs physiques, mais aussi des peurs émotionnelles, psychiques, qui sont liées à nos ancrages, à nos conditionnements psychologiques. Donc, toutes les choses qu'on nous a passées en grandissant, surtout toutes les choses qu'on nous a dit sur nous-mêmes, en fait, surtout sur la femme, c'est-à-dire l'état psychologique de la femme, il est souvent, on va dire, c'est-à-dire souligné par la posture de la victime, c'est-à-dire la femme est fragile, la femme est vulnérable, il va t'arriver cela, il va t'arriver ceci. Donc, on est souvent conditionné par ceci. Donc, quand on voyage, on arrive à dépasser cette peur. Hein? D'ailleurs, ça, c'était un point qui était soulevé aussi par NS, ce que tu dis sur la victimisation de la femme. Il m'a dit, moi, il y a quelque chose qui m'embête, c'est que le voyage est tout le temps associé à l'homme. C'est les adages, les proverbes. Ouais. Moi, je voudrais pousser un coup de gueule pour ça. Donc, on fait une petite parenthèse dans ce que tu dis pour donner la parole à NS qui puisse pousser ce coup de gueule en toute tranquillité. NS. Exactement. Vas-y, NS. Micro. Donc moi, à travers ma marche de 2 ans à travers le Maroc, j'ai pu constater à travers les gens que je rencontrais, les personnes qui m'invitaient chez elles, qu'il y a souvent des adages marocains qui se répétaient souvent en rapport avec le voyage, mais dont on mentionne que l'homme. Et à titre d'exemple, on dit par exemple l'imajal ma ya'raf bhaq ar-rijal, alors qu'on aurait pu dire par exemple l'imajal ma ya'raf bhaq an-nas. Je sais qu'on va perdre la rime, mais c'est pas grave. Il y a aussi ma'rifat ar-rijal knouz. Il y a un troisième adage qui dit voilà, ar-rijal tatlaqa ou jbal ma tatlaqa. Et donc c'est là où j'ai fait le constat que le voyage a été toujours associé à l'homme et que la femme devait rester chez elle à attendre. Mais NS, tu n'as pas l'impression que ça ne concerne pas que le voyage, mais à peu près tout? Oui, ouais. Tous les proverbes, tout. Enfin, la femme est souvent absente de tout. C'est pas que voyage. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, et même après avec Amel, parfois il y a des gens qui demandaient par exemple à Amel
واش انت غتبقاي غير تابعاه sachant que parfois c'est elle qui préparait les voyages et on fait presque les mêmes choses ensemble. Oui. Amal a marché avec moi presque 700 km, c'est énorme. Oui, et c'est pas elle forcément qui te suivait. C'est genre, Mais c'est vrai que c'est très représentatif. viens avec toi. Vas-y, Amal. Oui, je disais, mais c'est vrai que Oui, c'est donc très vous êtes représentatif un de la exemple parce culture que- marocaine et de la place de la femme, La femme. surtout dans le domaine du voyage. Là, j'ai eu droit à beaucoup de réactions, surtout au début, puisque il y a eu aussi le fait que je l'ai rejoint dans son premier voyage. Donc, c'était son voyage et j'ai pris part à son voyage. Mais par la suite, c'est des projets qu'on a fait ensemble, qu'on a développés ensemble, mais ça a toujours été lui le voyageur et moi sa femme. Donc, et ce n'est que après quelques années que là, ça commence à changer. Là, c'est vraiment les Akins qui font un nouveau voyage. C'est toute une mentalité, et j'imagine en parler, c'est toute une mentalité qu'il faut changer, et chez les hommes et chez les femmes, parce que les remarques viennent aussi des femmes, et c'est très perturbant parfois de se dire, normalement, la femme, en premier lieu, devrait ne pas avoir ce genre de commentaires, mais bon, c'est toute une mentalité à faire évoluer. Les mentalités, c'est ça, et les mentalités mettent du temps à évoluer, et c'est pour ça que vous tous, à votre manière, avec vos supports différents, vous y contribuez. Et justement, Kenza, on était en train de parler de se découvrir soi-même. Est-ce que pour toi, le voyage, c'est une source d'émancipation de la femme? Est-ce que ça peut l'être? Absolument, parce que en fait, j'aime bien une métaphore, c'est que la femme, enfin l'humain, avant d'être exposé à cette découverte de soi, on est comme un oignon en fait. On est comme un oignon et plus on vit des situations, plus on vit des expériences, on permet d'enlever des couches une après l'autre. Et donc je rejoins Amal dans ce qu'elle a dit. Souvent les remarques et la mentalité viennent de la femme, c'est tout à fait normal parce qu'elle ne sait pas qu'elle est capable en fait. Comme on dit, c'est-à-dire we don't know if it's possible until we do it. C'est-à-dire on sait vraiment qu'on est capable jusqu'à ce qu'on l'essaye parce que on est construit, on est bâti avec nos ancrages, avec nos conditionnements psychiques, donc on ne sait pas qu'on a cette capacité. Donc on pense réellement, on finit par y croire qu'on est victime et quand on va voyager seul ou accompagné, on sera comme une proie et que tout le monde voudra nous attaquer et du coup, on finit par vraiment croire profondément qu'on est cette proie et on vit avec ses peurs et dans le danger. Donc, effectivement, quand on prend notre courage à deux mains et quand on va voyager, ben finalement, on se rend compte que la réalité est quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a toujours cru. C'est-à-dire le monde est là, c'est-à-dire il n'a pas que notre personne à attaquer. C'est-à-dire le monde a beaucoup de choses à faire et au contraire, le fait d'aller à la rencontre de l'autre, justement, nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes. Parce qu'on se rend compte que chez chaque personne qu'on connaît, même dans d'autres cultures, dans d'autres religions, dans d'autres nationalités, on se retrouve dans chacune de ces personnes. On retrouve des traits de notre personnalité, des choses qu'on aime, des choses qu'on aime moins, et ça nous permet de nous poser des questions et de nous libérer. Parce que quand on retrouve justement des choses qui nous dérangent ou des choses dans lesquelles on a cru toute notre vie, mais finalement, quand on est devant ces personnes et qu'on retrouve des différences entre nos croyances et entre la réalité, ça nous permet de nous poser des questions de pourquoi on a ces réflexions et ça nous permet de nous libérer de ces croyances pour pouvoir nous développer de nouvelles capacités, c'est-à-dire une ouverture d'esprit, une tolérance et une volonté de coexister et juste de coexister avec le monde entier en fait. Ça, c'est une vraie question d'ailleurs, hein, parce que l'environnement, la société, les freins qui peuvent y avoir, c'est quelque chose qui freine beaucoup de personnes dans leur volonté de découvrir le monde, de voyager, de se découvrir soi-même. Houda, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu ressens? Est-ce que pour toi, le voyage est un signe d'émancipation? L'évolution du voyage de la femme au Maroc est-il un signe d'émancipation selon toi? Est-ce que les voyageuses.ma est un outil
d'émancipation de la femme. Comment est-ce que tu perçois ça et dans la société marocaine? Le micro, Oda, le micro. Oui. Non, je disais qu'avec mon Internet, j'ai perdu toute la question. Mais j'ai quand même une réponse, tiens. Une question que j'ai sans perdre pas de temps. Non, moi, je voulais justement rebondir sur ce que disait Kinza et que je trouve super intéressant parce qu'au final, toute l'expérience de cette vie-là est une expérience, elle est psychique avant tout. Tous les freins sont des freins mentaux. Et donc, comme tu le dis, dès que tu commences à le faire, ben, tu te rends compte que la réalité n'a absolument rien à voir avec toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on imagine. Et donc, l'autre jour, je parlais avec l'équipe qui organisait. Allô, Parati. Justement, on en parlera avec tout le monde, hein, cette influence de la société marocaine. Oui, excuse-nous, tu as été interrompu un instant. Donc, tu disais l'autre jour, j'ai parlé avec l'équipe. Avec l'équipe sur l'histoire même. Oui. C'est compliqué, là. Est-ce que, justement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est les mentalités de la société, les mentalités marocaines, l'influence de l'entourage familial et autres. Comment est-ce qu'on fait pour... Exactement. C'est un tout et c'est vraiment de l'alchimie. On ne peut pas différencier un facteur par rapport à un autre et se dire que quelque part, c'est l'ensemble de ces facteurs dans une formule particulière qui vont donner une émancipation ou qui vont donner cette liberté, en fait, qu'on cherche tous en tant qu'être humain, sans séparation. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu as fait le choix d'aller... Toi, tu as fait le choix de vivre au Brésil, de changer de cadre de vie, d'être indépendante. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile? Est-ce que c'est quelque chose que ton entourage a compris? Est-ce qu'il a fallu que tu te battes? Est-ce qu'il a fallu que tu te fâches? Il a fallu que je fasse tout ça. Mais c'est une partie de mon process personnel. Pour certains, tu as besoin de te battre parce que justement, il y avait une résistance, mais ce n'est que la projection de ma propre résistance, ce n'est que la projection de ma propre peur. Mais une fois, et on l'a tous eu comme expérience, tous les voyageurs, tu es dans un endroit où tu te sens complètement relax, complètement en sécurité, et ça ne vient que de toi, et ça peut être l'endroit le plus dangereux au monde, et je vis au Brésil, et je sais. Gardez en tête cette question. Est-ce que vous avez dû vous battre pour vivre votre projet, votre rêve? Tu es aussi super parano par rapport à ta sécurité, il va t'arriver de la merde. Mais c'est des choses simples dont je parle. Mais est-ce que tu as dû te battre contre ton environnement, contre ton entourage, ta famille? Est-ce qu'il a fallu imposer? Est-ce qu'on a essayé de te retenir, de te dire non, il ne faut pas voyager, il ne faut pas changer, il faut rester ça dans ta maison, fais tes études, marie-toi, apprends à cuisiner, ne voyage pas? J'ai pas eu à me battre contre les autres, j'ai eu à me battre contre moi-même, tout simplement. Parce que toutes les histoires, toutes les idées qu'on a de la société qui m'empêchent de faire ceci et cela, ce n'est qu'une idée ancrée en moi-même. Et voyager ou ne pas voyager ou faire des choses qui me montrent que je suis en confiance, que je suis déjà libre, que j'ai tout ça en moi, bah, ça enlève tous ces obstacles. Mais au final, en réalité, ce ne sont que des obstacles dans le mind de chacun. Et d'où le fait qu'aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien de se battre contre quelque chose, mais de prendre plutôt cette responsabilité. Je suis le créateur de mon monde. C'est vrai, c'est vrai. On peut voir les choses comme ça. Après, c'est vrai que quelquefois, la réalité nous rattrape. Une jeune femme qui voyage seule, par exemple, quand on est sensible au quand dira-t-on, à ce que les autres vont penser de nous. Qui regardent. Exactement. Personne n'est émancipé. Voilà, ceux qui sont sensibles à l'influence de l'entourage, qui n'ont pas envie de faire de la peine à la maman, qui ont envie que le papa soit fier, qui ont envie que la mamie n'ait pas honte. Il y a plein de choses. Alors, soit
on s'émancipe de tout ça, effectivement, et donc c'est notre responsabilité, soit c'est difficile et à ce moment-là, on va avec le flow, soit on n'a pas du tout besoin de se battre parce que tu es à la base dans un environnement qui t'encourage à t'émanciper, qui t'encourage à voyager, qui t'encourage à partir. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement comme ça où on m'a laissé partir seule à 15 ans et à 16 ans à l'autre bout du monde. Mais ce n'est pas le cas de tous. Généralement, on est quand même dans des entourages au Maroc plutôt conservateurs. Donc, c'est la question que je voulais poser aussi. J'aimerais bien rejoindre. Vous ressentez l'influence J'aimerais bien rajouter un petit truc. J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à ce point-là, justement. Quand je parlais des peurs qu'on emmène avec nous quand on va en voyage, il y a une très, très grande peur qui est la peur du jugement. Donc la peur du jugement, effectivement, le jugement existe. C'est-à-dire, on est dans une société, pas que le Maroc, c'est-à-dire, on est dans un monde qui critique énormément. Donc, ils cherchent vraiment à tout critiquer. Donc, surtout en revenant au Maroc, comme on n'a pas l'habitude, maintenant, ça devient de plus en plus familiar, de plus en plus commun de voir les femmes voyager seules. Mais avant, les mentalités étaient dans le jugement pour dire que voilà pourquoi elle voyage seule, qu'est-ce qu'elle va chercher là-bas, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est en voyage, la femme, elle devient intimidante pour l'homme, elle va devenir comme ci, elle va devenir comme ça, tu vois. Donc, c'est des choses effectivement qui existent. Mais le fait de continuer à voyager, c'est aussi un combat personnel pour dépasser cette peur du jugement. Parce qu'on sait qu'elle existe, elle nous suit, c'est un bagage, c'est un poids. La mentalité de la société est lourde. Donc, elle essaie à chaque fois de nous tirer vers le bas, de nous raconter des choses, de nous envoyer des pensées qui nous démotivent, qui nous disent non, chill, just stay here, it's okay, tu n'as pas besoin de continuer à voyager ou autre. Mais quand on sait, on est connecté à nous-mêmes et on sait qu'est-ce que le voyage nous apporte et que c'est une passion ou c'est un rêve, on a envie de continuer. Donc, le fait de dépasser cette peur du jugement, c'est aussi de l'émancipation parce que ça nous permet de beaucoup gagner confiance en nous. Et cette confiance en nous, cette personne qu'on devient, qui a confiance en elle, elle inspire la confiance aux autres et ces mêmes personnes n'ont plus envie de nous juger, en fait. Parce que quand notre entourage, notre famille, les gens qui nous aiment voient qu'on est épanoui avec nous-mêmes, qu'on a confiance en nous, qu'on sait ce qu'on fait, qu'ils peuvent nous faire confiance, ils n'ont plus cette peur. Non seulement la peur du jugement, mais ils n'ont même plus peur pour nous, pour ce qui va nous arriver, parce qu'ils savent qu'on sait ce qu'on fait. En fait, ils savent qu'on est maître de nous-mêmes et qu'on gère bien notre vie. Donc ça aussi, la confiance en soi est un signe d'émancipation en soi. Mais il y a aussi après vraiment les considérations terre à terre et concrètes qui est que une femme qui voyage seule, est-ce qu'elle va être respectée par je parle du Maroc, hein, est-ce qu'elle va être respectée par les autres, est-ce qu'elle sera en sécurité, est-ce que les incivilités ambiantes vont lui permettre d'être à l'aise et relax, comme disait Houda, ou bien est-ce qu'elle va être victime de harcèlement à chaque fois qu'elle prend le bus, à chaque fois qu'elle prend le train, est-ce qu'elle va avoir des mains aux fesses, est-ce qu'on va l'insulter, il y a tout ça aussi, c'est pas uniquement soi-même, c'est aussi tout un écosystème et tout un environnement qui fait qu'on est à l'aise ou pas à l'aise. Après, je voudrais juste dire une petite chose et passer à un sujet, la dernière question sur le Maroc, c'est que bon, là quand même, il faut relativiser, on est en train de parler de voyage, on n'est pas en train de parler de choses graves, est-ce qu'on va juger, est-ce qu'on va nous adresser, etc. Mais au final cette question du jugement, cette question de la critique, elle est vraie pour tout ce qu'on entreprend. Absolument. Au Maroc, notamment, dans nos pays-là, on est beaucoup moins jugé quand on entreprend aux États-Unis. On va pas juger notre échec quand on vit aux États-Unis, mais au Maroc, que tu entreprends un voyage, un livre, une entreprise, un projet, une aventure, tu seras jugé de la même manière. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, on parle de voyage, mais cette question-là du jugement, de la critique et des freins sociétaux est valable en réalité pour toute entreprise qu'on veut entreprendre au Maroc. Et c'est surtout là, je pense, le problème du mindset. Mais je voudrais me permettre, Leïla, aussi.
Oui, juste, je lance sur la dernière question, comme ça Ok. après tu peux enchaîner aussi sur les deux. C'est juste par rapport au contexte qu'on vit aujourd'hui, donc pandémie mondiale, plus d'avions, la moitié de trains, on ne peut d'ailleurs plus prendre le train pour le plaisir, hein, il faut un justificatif, il faut que ce soit une raison professionnelle, médicale, familiale, etc. Donc on est vraiment, le monde du voyage a complètement changé. Et je voulais savoir ce que ça vous inspirait et notamment que vous disiez ce que vous pensiez du tourisme au Maroc et de la destination Maroc. Donc, Emel, tu rebondis sur le point que tu voulais dire et après, je vous donne la parole sur cette question-là. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en parlant de mon expérience personnelle, mon rapport avec rien que mes parents au tout début, quand on leur a annoncé qu'on avait un projet de vie et que ce projet de vie, c'était le voyage, mais il y avait tout un travail d'explication en fait, parce que c'est une réalité, c'est une évolution de la société qu'une autre génération n'a pas vécu. Donc, il y a cet effort qu'il faut faire pour expliquer qu'il y a de nouveaux métiers qui se sont développés grâce à Internet, grâce à ce que le monde est devenu. Il y a une certaine dynamique autour du voyage qui s'est développée au fil des années et qu'eux ne connaissent pas et ne comprennent pas du coup. Donc, il y a cet effort à faire parfois d'expliquer et une petite ouverture à développer. Mais sinon, par rapport au contexte actuel du Covid et de Corona et du confinement et tout, il faut dire que nous, on a eu quand même un peu la chance de voyager même en ces temps de confinement. Après le confinement. Après le confinement. Ça, c'est en ces temps important. de Corona, je veux dire, Ouais. parce qu'on a travaillé avec l'association Zerosbel et l'ambassade de Norvège sur un projet de mini-marche d'une semaine chaque mois pour découvrir le rapport du Marocain à ses déchets. Donc, on a fait des marches d'une semaine dans différentes parties du Maroc pendant ces temps de confinement, de Covid. de COVID. De voir, je ne sais pas si vous avez vu, parce que vous êtes tous connectés à Internet, vous avez vu tout d'un coup, il y a Pardon, Leïla, Leïla, ça coupe. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Vous êtes tous connectés à Internet et on suit tous des voyageurs qui nous envoient généralement des photos de l'autre bout du monde. Et là, tout d'un coup, on a beaucoup de Marocains qui nous montrent un Maroc magnifique, du nord au sud, de Dakhla à Tanger, des montagnes, du désert, etc. Donc, est-ce que cette pandémie aura eu au moins ce mérite de permettre aux Marocains de se réapproprier un petit peu leur pays et de se rendre compte que, franchement, et moi, la première, je le dis souvent, le Maroc, d'un point de vue pays, n'a pas grand-chose à envier à de nombreux autres pays parce qu'on a une magnifique diversité, on a une gastronomie incroyable, on a un climat génial, des gens sympas, hospitaliers. On a vraiment de nombreux atouts. Est-ce que vous pensez que le Marocain se réapproprie son pays? Je vous adresse cette question à tous les trois avant d'enchaîner sur le nom des gagnantes du jeu concours organisé par l'ONCF et la Fondation nationale des musées. Ok, je vais prendre la parole par rapport à ce sujet. Moi, j'ai toujours aimé mon Maroc, c'est-à-dire même en voyageant partout dans le monde, j'ai toujours eu une petite place assez spéciale pour le voyage au Maroc. Donc, j'ai mes petits coins préférés dans mon pays, avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire, effectivement, si on revient à cette situation actuelle, donc on n'a pas à se plaindre. C'est-à-dire, heureusement, on est dans un pays qui nous offre beaucoup de choses. Malheureusement, on a toujours besoin d'autorisation pour voyager, etc. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus souple, peut-être pour voyager dans le Maroc. On a aussi observé des initiatives pour faire découvrir justement des régions du Maroc sur les réseaux sociaux, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, maintenant que les frontières sont fermées, beaucoup de Marocains se sont intéressés plutôt à des régions, à la découverte de notre pays. Après, il y a beaucoup de choses à faire sur l'aspect du tourisme pour améliorer le produit marocain parce que c'est vrai que
on n'est pas encore au niveau de la qualité du tourisme. Quand je ne parle pas je ne parle pas de ce qu'il y a déjà au Maroc, je parle de l'infrastructure, du service qu'on nous présente effectivement au Maroc. Donc, il y a des choses à faire. Je pense que cette pandémie a créé au moins la réflexion de ce secteur. Aujourd'hui, ce secteur n'est pas au top, mais au moins cette pandémie peut-être a incité la réflexion pour améliorer des choses. On voit des gens effectivement on voit des gens agréablement surpris, mais on voit aussi des personnes qui sont déçues de la qualité. Mais au moins, ça nous encourage à aller à découvrir la région, à découvrir d'autres styles de tourisme au lieu d'aller juste dans des hôtels 5 étoiles ou autres, mais aller à la découverte des auberges, d'un voyage éco-responsable, des choses comme ça qui ont tout un potentiel de développement au Maroc, mais ce n'est que le début pour l'instant. Je suis complètement d'accord avec toi. J'espère que ça va aller dans le bon sens parce que c'est vrai que quelquefois, c'est frustrant de te dire je suis allée au Vietnam ou dans des pays développés et on a eu un accueil, une infrastructure, un service bien meilleur et parfois même à moindre prix qu'au Maroc. Et tu te dis, attends, le Maroc, pour être au top, on a vraiment beaucoup de cartes à jouer, mais le service n'est pas encore là. Souvent, les personnes qui travaillent, tu as l'impression qu'elles ne sont pas très contentes de travailler. En Asie du Sud-Est, les gens ils te disent merci, je suis fière de pouvoir te servir et tu te dis, waouh, il y a vraiment, encore une fois, dans les mentalités et la valeur qu'on accorde au travail, au service, il y a encore quelque chose, en plus bien sûr des infrastructures qui ne sont pas encore toutes au rendez-vous, c'est clair. Houda, est-ce que tu veux réagir sur la destination au Maroc? Écoute, pour moi, la destination, comme tu l'as dit, hein, le Maroc est un très très beau pays à visiter. D'ailleurs, on a beaucoup de touristes, ça le prouve. Maintenant, le Maroc, moi, je voudrais en parler aujourd'hui. Le Maroc aujourd'hui, ça bouge comment en fait? On n'a aucune idée, il n'y a aucun plan. Comment le tourisme va avancer ces prochains jours? En fait, ce qui me vient à l'esprit, ça me fait vraiment mal au cœur, c'est qu'on est toujours en train de chercher la vie comme avant. On est en train de chercher le voyage comme avant. J'ai envie que quelque part, tout le monde s'attend à ce que la vie normale reprenne. Et quelque part, je trouve qu'on est super lent à agir, à réagir par rapport, à s'adapter en fait. Et donc, voilà. Je pense que le Maroc, comme l'humanité, Oui, nous vivons dans un monde qui bouge et qui bouge vite, donc on a tous intérêt à s'adapter et à se réinventer donc, aussi. Effectivement, ça serait dommage d'attendre que la vie redevienne comme le avant. tourisme au Maroc. Parce que je ne pense pas qu'il y aura un retour au Maroc, à l'avant, même dans le cas du Maroc. Et donc, voilà. Je le dis. Il faut qu'il y ait un avant et un après Covid. Donc, voilà, qu'on se réinvente un petit peu et qu'on fasse preuve d'innovation et qu'on cherche à s'améliorer en fait, et pas juste à revenir à ce qu'on était avant. Qu'on cherche à s'améliorer. On est complètement d'accord, je pense, tous ici avec toi et à tous ceux qui nous écoutent dans ce live et qu'on salue d'ailleurs tous bien chaleureusement. Et d'ailleurs, parmi ceux qui nous suivent, il y a 8 jeunes femmes qui ont participé au jeu concours organisé par l'ONCF et la Fondation nationale des musées. Comme je vous le disais, il y a une centaine ou 200 personnes qui ont envoyé des photographies. Normalement, il devait y avoir 3 gagnantes, mais finalement, le jury, qui est constitué d'ailleurs, je dois le dire, par le directeur du musée Mohamed VI, par le conservateur du Musée national de la photographie, par une photographe qui s'appelle Mouna Charrat, par des membres de l'ONCF. Donc, ils se sont tous réunis, ils ont choisi ces 8 gagnantes. Vous pourrez voir les photographies en allant sur le site de l'ONCF ou sur le site ou sur le Facebook de la Fondation nationale des musées. Mais elles sont avec nous, donc je voudrais quand même citer leur nom. Parmi nous et parmi les gagnantes, il y a Wijden Melki. Ouais! Bravo. On attend des applaudissements. Oui, voilà. On a avec nous aussi Shayma Shakar, on a Myriam Ibrahim, Shayma Mbakar, on a Wafa Barrah, Boudra Moussaoui, Khawla Atra, Errani
les féliciter parce que leurs photos sont super, elles ont gagné le prix et comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, je voudrais vous annoncer en avant-première mondiale que la Fondation nationale des musées offre la gratuité, pas seulement aujourd'hui, mais toute la semaine pour toutes les femmes dans tous les musées qui pourront présenter un titre de train. Bah oui, parce qu'il y a une collaboration NCF Musée, donc voilà. Donc, si tu as un ticket de train et que tu vas aller au musée, vas-y, ça va gratuit encore, en espérant que cette initiative s'ouvre à tous, puisqu'encore une fois, un des objectifs de la Fondation, c'est de démocratiser l'art et la culture, et donc on espère que tout le monde pourra en profiter. Je tiens à souligner quand même qu'il faut un grand effort parce que les prix, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'acheter des tickets, ne sont pas élevés, c'est subventionné. Encore une fois, le but de ces musées, c'est de rendre accessible l'art et la culture au plus grand nombre. Donc les tickets, il y a du 10 dirhams, du 20 dirhams. Donc voilà, c'est même pas le prix d'un Big Mac, ou bien d'un sandwich. Donc ça, il faut le saluer, cette politique-là qui rend accessible l'art et la culture au plus grand nombre. Je voudrais vous remercier. Si vous avez un mot à partager, si vous voulez partager en une phrase ou deux, ou faire un commentaire, ou passer un conseil, ou coup de gueule, ou coup de cœur, nous avons 2 dernières minutes, elles sont pour vous, je vous les laisse. Chacun, vous pouvez dire quelque chose, peut-être Leyakin, Kenza et Houda pour finir. Mal. Je pense le 8 mars, une occasion pas pour célébrer la femme, mais pour se rappeler que le long chemin il reste un long chemin à parcourir et que hommes et femmes, devons militer ou lutter pour participer au champ. Voilà. Effectivement. Ouais, mais à part ça, voyager, ça aide. Ouais. Ça aide beaucoup. Voilà. Prenez des Ça, trains. c'est important de le dire. Et autre chose aussi qui est importante selon moi, c'est que les féminismes ont tendance à dériver vers ça et je trouve ça dommage et dommageable. Se battre pour le droit des femmes, c'est se battre pour le droit de l'homme, les droits de l'homme en général. Et donc, c'est ensemble qu'on doit mener ce combat. Vous en êtes une illustration, tous les deux qui voyagez ensemble. Et je pense que chacune d'entre nous, on a conscience. Donc, quand on s'adresse aux femmes, on s'adresse aussi aux hommes. Vous, messieurs, vous, les frères, vous, les pères, vous, les maris, les cousins, les voisins. Soutenez les femmes, encouragez-les, simplement respectez-les. On n'attend pas de vous que vous nous aidiez. On attend de vous que vous nous respectiez et que vous nous considériez comme étant vos égales, pas forcément la prunelle de vos yeux, juste les égales. Voilà. Et exactement. On est les égales et on est toutes capables de réaliser de grandes choses, de voyager, de partir, de revenir, d'entreprendre, d'aller à l'autre bout du monde, de vivre au Brésil, de vivre au Maroc avec un palmier et le vent derrière nous. De créer des sites internet, de créer des blogs, de créer des magazines, de créer des voyages, de faire de longs voyages en train. Bref, de s'émanciper. Et oui, le voyage est une source d'émancipation, mais heureusement, il y en a beaucoup. Et heureusement aussi, on peut voyager en bas de chez soi, comme je dis souvent, dans la là-bas en bas de chez soi, ou en allant voir, comme le disait tout à l'heure M. Kotbi, une exposition et de voyager à travers des œuvres d'art, un livre ou simplement une rencontre. Donc, merci à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. L'échange se poursuit sur le site internet, Facebook de l'ONCF, de la Fondation nationale du musée. Vous pouvez aussi entrer en contact avec nous à travers nos réseaux sociaux, Leyakin, Kenza Bennis, Houda, vous nous trouverez facilement. Et moi aussi, Leïla Gandhi, Leïla Rendi, vous nous trouverez facilement. N'hésitez pas à nous contacter, on est tous très proches les uns des autres et on se fera une joie de répondre à toutes vos questions et vos commentaires. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bon vent à tous. Prenez soin de vous. Bye. Bye bye. Chine.